Alors, ce soir, on va s'attaquer au projet sous-jacent à GoArbor, qui est le registre officiel de conteneurs, donc fait par Docker. Donc on va le construire, parce qu'on en aura besoin pour déployer GoArbor après. Mais avant ça, on va modifier un truc. On va parler de normes, d'une spécification, pour essayer d'arranger les histoires de configuration qu'il y avait hier et que je trouvais compliquées pour rien. Donc, je me suis appuyé sur une specification, une norme, qui est en l'occurrence la XDG Base Directory Specification, pour pouvoir rationaliser un peu ces histoires de répertoire où on met nos configs. Donc, on va commencer par ça. Donc, rappelez-vous, hier, j'avais j'avais déterminé... Alors d'abord, je vais commencer par écrire ici. Donc, on va d'abord revenir sur la gestion des configurations dans les conteneurs. Container, là je le mets AI, pourquoi pas. GoArbor. En effet, hier, on avait déterminé 3 types de configuration. Donc rappelez-vous, il y avait l'hyperstatique, la statique et la dynamique. L'hyperstatique, la statique et la dynamique. Ces caractérisations sont superflues et on va simplifier ça avec la norme XDG Base Directory. Donc, je vais enlever tout le... Voilà, je gardais juste la bonne URI. Voilà. Hello, Dalongo54. Ben écoute, ça va. Vendredi soir, on arque un peu, mais ça va. Donc je fais le petit journal de bord pour qu'on suive un peu. Donc je vais revenir, alors je sais pas si tu étais là au tout début, c'est-à-dire il y a 2 minutes. Donc je vais revenir sur la gestion des configurations que j'avais trop complexifiées pour rien. Et donc je vais simplifier tout ça en me servant de la norme XDG Base Directory. Donc la norme XDG Base Directory, elle dit quoi? Alors, c'est très bien expliqué par ce charmant JDEBP sur Stack Exchange. Ça consiste en gros à avoir un dossier .config dans le home, qui gère les configurations, un dossier .cache dans le home, qui gère les fichiers cache temporaires, pas importants, et un dossier .local /r, donc un sous-dossier de .local, qui lui gère les données. Pas besoin de plus. Alors nous, dans notre cas, on a juste un dossier qu'il faudra prévoir, c'est un dossier template qui contiendra les fichiers de configuration non transformés. Mais sinon, on va juste utiliser .config et .local /r, et puis c'est tout. Donc, si on reprend ce qu'on a fait hier, le .config, on l'utilise déjà, mais là, regardez, j'avais fait ça, qui est parfaitement inutile. Il faut le mettre dans son .config, et pour ne pas le confondre avec les autres, on va faire un goarbor-core app.conf. Voilà. Pas besoin de trop s'embêter. Ben ouais. Et comme ça,
je mets dans le README que je respecte cette spécification. Et donc, quand vous utilisez le conteneur, vous savez où mettre les fichiers de configuration. Voilà. Sans devoir fouiller le code pour trouver. Hop. Donc, en fait, en gros, ça sera donc .config / le nom du conteneur. Donc, GoArbor Core, GoArbor Job Service, etc. Voilà. Donc, GoArbor Job Service, ça sera ça. Je vais mettre dans le README que je suis cette spécification. Pas besoin de désosser un installeur Pastel pour savoir comment ça marche. Exactement. Alors. Où est-ce que je peux le mettre? Ici. These project use the XDG base directory specification to handle its configurations and data. Voilà. Donc du coup, on va transformer un peu notre playbook et nos entry points. Le donc .config goarbor core app.conf. L'init, il va en avoir plusieurs parce que l'init, c'est celui qui sera chargé de transformer les templates en fichier de configuration définitif. Donc lui, on va lui donner tous les volumes des emplacements des fichiers de configuration. Donc core, job service. Et registry CTL. Et on verra portal plus tard. Voilà. Alors, registry CTL, si je me souviens bien, je vais regarder à nouveau l'exemple, mais je crois que lui, il faisait tout par variable d'environnement, donc on n'avait pas besoin... Ça, c'est registry, mais je veux registry CTL. Ah si, il a quand même une config. Oui, d'accord. Donc, il faut quand même son dossier de config. Il a un fichier de config. Alors, container init, donc registry CTL, il lui faut son dossier de config. Voilà. Et core, il lui faut son volume de dossier de config. Voilà. Donc on a job service, core, init et registry CTL. Je vais mettre l'init en dessous parce qu'il est un peu spécial. Et comme ça, ça permet de mieux voir. Voilà. Ok. Donc maintenant, il faut déplacer les fichiers dans les bons répertoires. Bon, déjà, il faut créer les bons répertoires et ensuite déplacer les fichiers dedans. Alors, le point config, ok. Ensuite, il faut faire core. Celui-là, c'est goarbor-core. Il est valable uniquement pour core. Voilà.
Celui-là, il est pour Job Service. Et donc, il est valable uniquement pour Job Service. Et le dernier, c'est Registry CTL. Voilà. Donc le Go Arbor Core Configuration File, lui, temporairement, on va le mettre dans un dossier template qui sera par init. Et ça sera le rôle du conteneur init de le transférer dans son beau dossier de config. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça permet de rendre le truc plus flexible en pouvant remplacer le app.conf avec celui que vous voulez. Et donc on va traiter tous les fichiers de config comme ça. Ça veut dire que le conteneur init, lui, il va avoir une palanquée de dossiers. Donc on va le mettre ici. Create Go Arbor Configuration Directories au pluriel for init. Et donc ça concernera uniquement l'init. Et on va faire un with item. Et on va même enlever le point config, parce que comme ça, on va pouvoir créer aussi le dossier qu'il lui faut en plus, qui est le dossier template. With items. Donc je ne sais pas si vous connaissez la syntaxe items sur Ansible, mais ça permet donc de faire en une seule tâche plusieurs choses en mettant une liste. Et donc là, en l'occurrence, c'est les points config. Point config Go Arbor Core. Point config Job Service. Et le point config Registry CTL. Voilà. Et ce dossier template qui va accueillir donc les fichiers de configuration non transformés. Donc ça, c'est pas dans la configuration, mais de toute façon, ça dans la spécification, je veux dire, mais de toute façon, ça n'intervient pas dans l'usage que vous avez des conteneurs, c'est de la mécanique interne. Et donc, si vous mettiez vos fichiers de configuration dans les bons chemins, en fait, les templates ne seront pas transformés, donc ça ne change rien pour vous. Pour votre découvrabilité, ça ne changerait rien. Alors. Donc ensuite, c'est dans ce dossier de templates qu'on va mettre donc tous nos fichiers de configuration qu'on va vouloir modifier. On va tous les stocker là. Et je vais faire un item ici, parce qu'il y en a plusieurs. Le premier, ça, .conf. Voilà. Le deuxième, juste en dessous, c'est Job Service Config XML J2. J2. Et on va modifier le titre en load, ou plutôt import, Go Arbor Configurations Templates. Voilà. Et il reste celui-là, donc qui est un template au lieu d'un copy. Donc on ne peut pas merger les deux tâches. On va faire une tâche spécifique pour lui.
Voilà. Donc maintenant, c'est le conteneur init qui contient tous les fichiers de configuration template. Et dans son entry point, on va faire les étapes pour qu'il les transfère dans les beaux dossiers de config des conteneurs qui en dépendent. Alors, je me dis que cette étape-là, elle sert à rien. Parce que le dossier, il est généré avec les étapes suivantes à chaque fois. Donc, pas la peine de la mettre. Ok, pour moi, ça me semble bon de ce point de vue-là. Donc, on va modifier les entry points. C'est dans template. Donc, entry point core, il n'y a rien à modifier, ça va. On va voir l'init après, mais d'abord, job service. Là, il faut lui mettre go arbor job service. Hop. Alors la grande question, est-ce que du coup on garde le nom job service-config ou est-ce qu'on simplifie juste à config? Je pense qu'il faudrait simplifier juste à config parce que quand vous allez mettre votre fichier de config, c'est comme ça que vous allez le nommer. Idem de ce côté-là. Voilà. Et donc là, en fait, c'est une syntaxe qu'il y a dans tout un tas de Linux. Déjà, les Debian Based, ils sont basés là-dessus. Donc si par exemple, d'allant gauche, je ne sais pas si tu es sur Ubuntu ou Debian, mais tu regarderas si tu en as un sous la main. Dans le home que tu utilises, tu verras un dossier .config avec tous les fichiers de config dedans. Alors ça, c'est pour que ShellCheck soit content. Hop, on fait ça. Et ShellCheck est content. Là, pareil. ShellCheck est content. Donc ShellCheck, c'est l'outil pour vérifier la syntaxe d'un fichier shell, d'un fichier bash. Et donc c'est ici que la magie va opérer, parce que c'est ici qu'on va transformer nos fichiers. Donc celui-là, il est dans Templates. Vérifier à nouveau, mais normalement oui. Oui, Templates. Templates, pareil, ouais, Templates. Du coup, je me pose la question. Windows, mais Linux en VM. Moi, je suis pur Linux. Tout ça, c'est Linux. Ce que tu vois, c'est... là, c'est Elementary OS derrière, mais je vais revenir sur Ubuntu, parce qu'en fait, Elementary OS, c'est une variante d'Ubuntu, mais elle est assez limitée, je trouve, pour mes besoins. Donc voilà. C'est une variante graphiquement agréable, mais il y a des thèmes Ubuntu qui peuvent très bien faire la même chose. Et du coup, voilà, je commençais à la trouver limitée. Alors j'ai mis core tiré pour respecter la syntaxe que j'ai utilisée pour le config, c'est-à-dire le nom du conteneur tiré le nom de la config, quoi. Donc du coup, ici, il va y avoir des différences qui sont Go Arbor Job Service. Tu as entendu parler de Pop OS? Pop OS? Ah non.
D'accord. Deep Learning, Engineering, VS Code, Android Studio, Arduino, ok. Mais c'est une base Linux? Oui, Linux Distribution. Steam, Lutris. Moi j'utilise Lutris beaucoup pour jouer. D'accord. Et le noyau, c'est un noyau Debian? Un noyau Ubuntu? C'est un dérivé de quoi? Ah, ils vendent du matos. Mais écoute, je vais noter dans un coin. Hop. Point d'exclamation, tiré bas, OS. Ok. Moi, je regarderai. Hein. Donc, je continue ici. Go Arbor Job Service. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour Job Service. Et on va faire la même chose pour les deux autres fichiers de configuration. Mais on va ajouter des choses. Donc, template, c'est registre ICTL. Registre ICTL ici. Voilà. Et le dernier, c'est core-app.conf. Qui se trouve, donc c'est app.conf, dans le dossier Go Arbor Core. Voilà. Je vérifie juste que la variable d'environnement qui charge ça est bonne. Oui, env config pass, ouais, donc c'est bien celle-là. C'est bon. Ok. Alors, les différences sont que ces deux fichiers-là, ils n'ont pas besoin de Dockerize. Donc on va enlever Dockerize et on va mettre un bon vieux CP. On va enlever les deux points. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut que si le conteneur init trouve un fichier de configuration déjà présent, eh bien, il n'installe pas celui-là. Premier point. Et ensuite, si le conteneur init ne peut pas installer ce fichier parce que le répertoire est en lecture seule, par exemple, eh bien, il ne cherche pas à l'installer. Parce que si le répertoire est en lecture seule, ça veut dire qu'on provisionne ces fichiers par un provisionneur externe, Burnet, Sensible, ce que vous voulez, et donc on n'a pas monté le volume de ce répertoire, et donc du coup, ça ne sert à rien de vouloir installer un truc qui ne sera pas utilisé. Donc, pour faire ça, déjà on va faire en sorte de repérer si le fichier est présent ou pas.
Donc, je vais me servir de Gitty. Voilà, la commande, c'est ça. On va juste remplacer avec le bon nom de fichier, qui est celui-là. Donc là, 2, ça suffira. Voilà. On check si le fichier est présent ou pas. On va lui mettre une petite description pour que dans le log, on puisse s'y retrouver si jamais il y a un problème. Install de job service configuration file. Et on va le mettre dans le if. Voilà. On va faire la même chose pour les deux autres. Install the registry ctl configuration file. OK. Et le core configuration file. Voilà. Bon, donc là, ça vérifie et s'installe uniquement s'il n'y a pas de fichier. Deuxième étape, il faut trouver maintenant si on peut écrire sur ce répertoire. Donc Linux test if directory is read-only. Ça suffit, oui. OK. Hop. On peut faire un end, je pense. If end. Alors, je me rappelle correctement la syntaxe des end en bash, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. If var 1, var 2, var 1. Donc c'est bon. Donc on va vérifier ensuite pour celui-là et pour celui-là. OK. OK. Voilà. Là, on a normalisé les choses. Donc je vais juste l'écrire dans mon log, dans mon journal de bord. Dans notre cas, nous allons gérer les templates de configuration au niveau
Oh là, je tape à côté du conteneur init. Il aura la charge de les mettre dans les bons répertoires. Si il peut y accéder. Et si un fichier équivalent n'est pas déjà présent. Voilà. Bon, moi ça me semble correct ça. Donc du coup, on va reconstruire les conteneurs pour voir si je vais pas louper une étape. Donc les dossiers extérieurs, c'est bien core, job service, registre ICTL. Registre ICTL, service et core. Donc ouais, normalement ça devrait être bon. On va voir. Bon, première étape, on nettoie l'environnement. Voilà. Je pense que dans le nettoyage d'environnement, je vais déplacer aussi le fait de nettoyer les artefacts ici. Ce que je fais pas. Donc, je vais juste modifier ça. Hop, job. Local all clean. Local clean. Clean. Docker compose. Clean env. Donc c'est ce fichier là qui va détruire les artefacts en se basant sur celui-là. Voilà. Donc je refais un clean env pour bien tout nettoyer. Voilà. Donc dans Files, on n'a plus ces fichiers, donc c'est bon. Le git ignore, ok. Du coup, on va recompiler ces binaires et puis construire les conteneurs.
J'avais remarqué sur TVOD que tu downloadais à 10 mégasecondes. C'est liens internes qui sont en 100 mégas ou fibre à 100 mégas. Question nulle, mais intéressante. 4G. Voilà la réponse. Et apparemment, ton message, je sais pas pourquoi, Twitch a voulu le bloquer pour vulgarité. Apparemment, le terme 10 mégasecondes, c'est une vulgarité pour lui. Ah aussi, je fais ça aussi chez moi, agrégation de lignes 4G et ADSL en attendant la fibre. Ben voilà, bah écoute. Ouais, hein, Twitch ban 10 mégaoctets par seconde. Pour lui, c'est vulgaire. C'est peut-être pas assez pour lui, je sais pas. Bon, donc là, on compile nos binaires. Assiste envers les DevOps et admin système, ouais. Twitch. Ouais, les modérations automatiques de Twitch, des fois, c'est bizarre. Donc j'ai regardé un peu quand même ce matin et cet après-midi, parce que j'essaye un maximum de tout faire pendant les streams, mais bon, dehors je regarde encore un petit peu quand même. Et le registry de Docker, il n'a pas de base de données derrière, il n'a pas un PostgreSQL derrière. Il fonctionne sans PostgreSQL. Donc en fait, GoArbor, il se sert du Postgre à part du registry. Alors pourquoi il nomme sa base de données dans Postgre registry, je ne sais pas. Mais bon, on va pas se formaliser. Il y a moyen, je pense, peut-être avec les variables d'environnement, de modifier le nom dans un truc qui soit plus compréhensible. On va voir. Oui, database, le name, on peut le changer. Très bien. Il n'est pas hardcodé. Bon, donc on a refait nos binaires. Et donc maintenant, on va construire les conteneurs. Hop.
C'est parti. Bon, ça a l'air de bien se passer là pour le moment. Ouais. Alors. On n'a rien à écrire de plus dans le journal de bord. Si, dire que j'utilise la norme. Là. Ah non, mais j'ai déjà dit. On va simplifier ça avec la norme. Ouais, c'est bon. Pas besoin. Hop. Alors j'ai fait une nouvelle vidéo d'intro aussi pour expliquer un peu ce qu'on va faire là en début 2021. Donc elle est dispo sur YouTube, mais uniquement quand on n'est pas abonné encore. Donc attends, je vais voir si je peux le diffuser là. On va prendre plutôt ça. Voilà. Allez donc, Squeezie, Mister MV. Voilà. Hop. Alors, je vais couper la musique. Et je vais mettre le son du bureau. Le son du bureau. Voilà, voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue chez Limawi. Alors Limawi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une boîte qui fait du DevOps, qui développe des outils modulaires et sécurisés pour déployer sa propre infrastructure de façon la plus autonome possible. Le projet pour 2021, c'est dans un premier temps de développer notre forge logicielle, c'est-à-dire l'outil qui permettra de tester et packager correctement nos autres outils. Donc vous voyez devant vous le diagramme de cette forge logicielle qui est en cours de développement. Et si vous voulez suivre le développement de cette forge logicielle, vous pouvez nous suivre sur Twitch, où je développe en direct. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous aurez les replays de toutes les étapes de cette forge logicielle. Sur Instagram, vous aurez les diagrammes et les schémas de cette forge logicielle. Et sur Medium, vous aurez le journal de bord, les journaux de bord de tous les streams, c'est-à-dire des prises de notes en cours de stream, pour pouvoir vous reporter dessus et essayer de suivre le développement de cette forge logicielle. Bien sûr, vous pouvez toujours revenir sur le site limawi.io pour pouvoir retrouver les liens des différents réseaux sociaux. Voilà, donc bonne année 2021, espérons-le. Cette introduction est faite en janvier, on verra comment ça se passera. Salut! Voilà. Voilà. Donc, petite intro pour 2021. Alors. Ah, donc là, il y a un souci. Template does not exist. Ah! Essaye de le mettre dedans avant d'avoir créé le répertoire. D'accord.
Ah non, c'est pire que ça. Voilà. C'est que je m'étais trompé de conteneur name. Voilà. Là, on est bon. Bon, c'est un peu lent, hein. Allez. Parce que je veux commencer l'autre conteneur. Bon, on attend. Bon, c'est vendredi soir hein, aussi. Hein.
plus calme. Allez. On va construire. On attend patiemment. Bon, pour l'instant, tout a l'air de bien se dérouler. Bon, l'init aussi. Ben, on est bon pour cette partie-là. Alors du coup, on va passer au conteneur registry. Donc conteneur registry, alors ça va être une redite un peu d'hier parce qu'en fait, on va repartir de ce qu'on a fait hier. Donc un fichier prepare qui va être accompagné d'un fichier build. Alors, on va faire un build registry. Est-ce qu'il y aura un build init? Ça, on verra. On verra quelle est la tronche des fichiers de configuration et si on se dit que c'est pas mal de les composer à partir de variables d'environnement plus simples. On verra. Donc on a un build registry. Files et templates sont vides pour le moment, mais on va avoir un container entry point. Container entry point registry. .sh.js
J2, si je ne m'abuse. Entrée point tout, corps, point sage, point J2. Ouais, donc c'est bon. Un point env que je ne vais pas vous montrer, bien sûr. Un point gitignore qui annule le point env. Un GitLab CI que j'ai pas encore fait. Un release RC que j'ai modifié en fonction. Il est similaire à celui-là. Un renovate que je vais aussi modifier. Je pense que là c'est similaire aussi. Ah bah d'ailleurs j'avais déjà mis. Donc, parfait. Un YML lint, j'avais déjà mis. Contributing, j'avais déjà mis. Dockerfile, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le conteneur le plus récent? Oui. La licence de base. Le playbook à construire. Le readme de base. Ok. Les requirements, ok. Et les vars en attente. Bah très bien. Donc, première étape, on va compiler. Ah oui, d'abord, il faut... Alors, dans mes études, j'ai entendu parler de Ansible et Puppet. J'ai pas encore bossé dessus. Mais grosso modo, c'est quoi les grosses diffs entre les deux? Je vois que tu utilises Ansible ici. Alors, Puppet, c'est l'ancêtre. C'est le premier qui est arrivé, ou à peu près. Donc déjà, Ansible et Puppet, c'est des outils, c'est de configuration, de management de configuration. Ansible a une façon plus large de faire son management de configuration que Puppet. Puppet, c'est l'ancêtre. Il nécessite un client Puppet sur tous les hosts que tu veux manager, pour manager tes déploiements. Et donc, il est plus lourd. Il commence à être en perte de vitesse. Et Ansible, petit à petit, l'a remplacé. Lui, il n'a pas besoin de client parce qu'il utilise SSH pour se connecter aux hosts. Ansible a une syntaxe, je trouve, beaucoup plus claire. Il est beaucoup plus facile à prendre en main, beaucoup plus léger. Et Ansible a un scope plus large, comme par exemple ce que je fais là, ce que Puppet ne peut pas trop faire là, c'est-à-dire de la construction juste de configuration dans un conteneur. Avec Puppet, c'est plus compliqué. Et donc, entre Ansible et Puppet, à mon avis, il faudrait que plus que tu te penches vers Ansible. C'est plus moderne. Alors maintenant, petit à petit, il y en a un autre qui arrive qui s'appelle Terraform. Mais Terraform est un peu différent, dans le sens où Terraform, c'est de l'orchestration d'infrastructure, alors qu'Ansible, c'est du management de configuration. Alors, quelle est la différence entre les deux? Terraform, c'est un outil qui fonctionne par topologie. En fait, en gros, c'est un peu la même différence qu'il y a entre l'orienté objet et le... j'ai un trou de mémoire. Quand c'est pas orienté objet, c'est fonctionnel, non pas fonctionnel. Bon bref, t'as compris les fonctions les unes après les autres. J'ai oublié le nom à l'instant. Bon, c'est pas grave. Donc Terraform, lui, il a une mémoire, une base de données mémoire, où il conserve l'état de l'infrastructure. Et tout ce qu'il fait, c'est de scanner en permanence l'infrastructure et de la faire coller à l'état qui est marqué en mémoire. Ansible, lui, il exécute des actions, quand on lui demande, qui mettent l'infrastructure dans un certain état, mais il n'a pas de mémoire de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne scanne pas l'infrastructure en permanence pour la garder dans cette mémoire. Donc, c'est la grande différence entre Terraform et Ansible. C'est pour ça qu'on dit que Terraform, c'est plus d'orchestration, comme Kubernetes, et Ansible, plus du management de configuration. Voilà. Alors, moi, j'utilise plus Ansible que Terraform, parce que Terraform a un avantage. Disons qu'il est vraiment meilleur qu'Ansible dans un cas particulier qui est l'usage des grands providers comme AWS. En dehors des grands providers comme AWS, si tu gères par exemple toi-même ton hardware, Terraform n'a pas un réel avantage. Parce que si un serveur tombe, un serveur physique tombe, Terraform ne pourra pas le remonter, hein, il ne pourra pas fonctionner le procédural. Voilà, merci.
Merci, j'avais eu un trou. Donc voilà, si un serveur physique tombe, que tu gères toi-même, Terraform ne pourra pas le remonter. Donc il ne pourra pas refaire la synchro avec ce qu'il a en mémoire, quoi. Donc ça perd cet avantage. Et en plus, gérer une mémoire, c'est plus coûteux que pas gérer de mémoire, d'être en stateless. Et donc en cible est du coup bien meilleur. Ça. Alors. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est installer un environnement Go. Parce qu'on veut compiler du Go. Alors. On va aller vers la version officielle, hein. Hop. On va faire un curl de ça. Comment on s'y prend? Non. Attends. J'ai perdu mon fichier. Là, voilà, je suis là. Curl. Je regarde juste un projet précédent pour avoir la bonne syntaxe curl. Donc, curl-l, -l, le truc, output, l'emplacement où on veut le mettre. Donc nous, on veut le mettre dans Asset pour commencer. Et on va le mettre ensuite là où il faut qu'il soit. Ok. On veut une version de Go qui soit à peu près immutable. Donc on va faire ça en faisant un Go version. 1.15.6. Voilà. Et la data source. Donc c'est pas HackerVault, c'est le repo officiel de Go. Go GitHub, je cherchais un. Golang Go, voilà. « 1.15.6 ». Ça semble être le bon répertoire. Golang. Sage Go. Voilà. Et du coup, on va remplacer ici. Et on va supprimer le V devant. Voilà. Et la VOD, je vois que on a passé l'heure. Donc, la suite au prochain épisode, la compilation du registre officiel.